La ville dont je parle présente ce paradoxe précieux. Elle possède bien un centre, mais ce centre est vide. Toute la ville tourne autour d'un lieu, à la fois interdit et indifférent. Demeure masquée sous la verdure, défendue par des fossés d'eau, habitée par un empereur qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire à la lettre, par on ne sait qui. Au nom de l'empereur, l'armée japonaise a conduit, dès le début des années 30, une guerre de conquête en Asie. Depuis, le Japon vaincu s'interroge sur son histoire et a du mal à affronter son passé militariste. Comment l'empereur est-il lié à l'histoire du Japon d'après-guerre? À quel fantôme du passé les Japonais sont-ils confrontés aujourd'hui? Le temple shintoïste Yasukuni est placé sous la protection du chrysanthème, symbole de la maison impériale. Ici, les âmes des soldats sont vénérées comme des divinités. Tous les 15 août, jour anniversaire de la capitulation du Japon en 1945, des milliers de personnes viennent se recueillir dans ce sanctuaire de la mémoire et du patriotisme. Après la défaite, le Japon a adopté une constitution démocratique et a renoncé à la guerre. Quel rôle le Japon va-t-il prendre dans un monde en pleine transformation ? Les cérémonies organisées au Yasukuni reflétaient jusqu'en 1945 l'idéologie du système impérial. Les Japonais pensaient que la nation tout entière était une seule et grande famille, unie et indivisible. Ils se croyaient liés à l'empereur par des ancêtres communs. Le 15 août 1945, la radio retransmet la déclaration de fin de guerre de l'empereur Hirohito. Pour la première fois de leur histoire, les Japonais entendent sa voix. Il s'exprime dans une langue archaïque, peu compréhensible et peu audible. Cet empereur était-il vraiment une divinité vivante? Un monarque absolu? Jusqu'où allait son pouvoir personnel? De son intronisation le 25 décembre 1926 jusqu'à la défaite de 1945, l'empereur, sacré et inviolable, symbole suprême de l'unité de la nation, est le maître de l'empire. Il concentre les pouvoirs de chef d'État,
de commandant suprême de l'armée et de la marine, et a pleine autorité pour mener la guerre. Il ne donne jamais d'ordre lui-même, mais s'appuie sur un système complexe de relations hiérarchiques. Tout se fait au nom de l'empereur. Les escadrilles d'assaut spéciales, plus connues sous le nom de kamikaze, sont un exemple d'obéissance absolue et de sacrifice de soi pour l'empereur. Les étudiants mobilisés fin 1944 rejoignent les groupes de pilotes suicides et d'hommes torpilles. Hideo Den, né en 1923, est enrôlé à l'âge de 20 ans dans les unités spéciales des forces navales. Il se tient prêt à mourir. On nous avait dit que c'était le destin. Partir à la guerre, cela voulait dire aller à la mort. Et en même temps, c'était un honneur. On en était convaincus. Il ne nous venait pas à l'idée de dire non. C'est tout. Le 15 août 1945, la guerre prend fin. Hideo Den ne sera pas envoyé en mission. Cela n'a pas été facile. J'avais eu l'intention de mourir, et à ce moment-là, il m'a fallu vivre. J'ai pensé alors, qu'est-ce que c'est, vivre ? Après les bombardements sur Tokyo en mars 1945 et la prise de l'île de Okinawa par les Américains, le Japon savait qu'il ne pouvait plus gagner la guerre. Mais les jusqu'au-boutistes de l'armée impériale ont rejeté dans un premier temps la demande de capitulation sans condition de la déclaration de Potsdam du 26 juillet. Ils voulaient des garanties pour sauver l'empereur. Le 8 août, les Soviétiques déclarent la guerre au Japon et se hâtent d'occuper la Mandchourie où les soldats japonais épuisés rendent les armes sans combattre. La seconde bombe atomique sur Nagasaki marque la détermination américaine pour obtenir une reddition rapide des Japonais. C'est également une démonstration de force envers les Soviétiques et le monde. Entre la demande de capitulation faite par les Alliés et la réponse tardive de l'empereur le 15 août, des centaines de milliers de personnes meurent du fait de la guerre. Dans les pays envahis ou colonisés par le Japon impérial, ainsi qu'au Japon, le nombre de victimes atteint des chiffres dont on ne pourra jamais donner qu'une estimation. Deux commandements écrits de l'empereur ordonnent la dissolution de l'armée et enjoignent à l'armée de terre et à la marine de cesser de combattre. Les soldats déposent les armes rapidement, dans le calme et avec discipline.
Les Alliés sont surpris par l'efficacité de la parole de l'empereur et par l'absence de mouvement de révolte. Le désarmement des soldats japonais en terre étrangère, dans les pays occupés du sud-est asiatique, se passe d'autant mieux qu'ils sont à bout de force, à court de vivres comme de munitions. Ils sont prêts à accepter de cesser de se battre, au nom de l'empereur, de la même manière qu'ils étaient partis à la mort en son nom. Le général MacArthur, un des généraux qui a mené la guerre du Pacifique, arrive au Japon fin août 1945. Il est nommé commandant en chef des forces alliées. Sa mission est définie par la déclaration de Potsdam. Occuper le Japon, le désarmer, juger les criminels de guerre et mettre en œuvre la démocratisation et la reconstruction pacifique du pays. Les directives du gouvernement américain à MacArthur étaient ambiguës. Une partie du gouvernement américain était favorable au maintien de l'empereur. Il y avait aussi un fort sentiment anti-empereur au sein de ce même gouvernement. Et les documents remis à MacArthur étaient ambigus. Et à cause de cette ambiguïté, les Américains, qui étaient des intrus au Japon, purent maintenir la menace de destituer Hirohito ou même de supprimer le système impérial, sans tenir compte de l'avis du gouvernement japonais. Et parce qu'ils pouvaient brandir cette menace, ils purent forcer le gouvernement japonais à accepter des compromis sur de nombreux points. Mais en plus de cette menace, MacArthur avait pris ses propres décisions. Et MacArthur était quelqu'un qui prenait beaucoup de décisions de son propre chef et qui avait l'autorité de pouvoir les faire accepter à ce moment précis où tout arrivait en même temps. 2 semaines après la fin de la guerre, 400 000 soldats alliés débarquent au Japon. Comment les civils japonais ont-ils vécu l'arrivée des troupes d'occupation après des années de propagande nationaliste et d'embrigadement? C'était l'été de mes 11 ans. En un mot, ce fut un soulagement. Et en même temps, c'était la peur. Pourquoi le soulagement? Cela voulait dire être libéré de l'éducation militariste. Pourquoi la peur? Parce que justement, dans cette éducation, on croyait qu'il fallait mourir héroïquement sur un champ de bataille. On racontait que si le Japon était vaincu par les Alliés, les jeunes garçons seraient enchaînés, embarqués sur un bateau et jetés à la mer. Et les filles subiraient un sort encore pire. C'était ça la peur. L'acte de capitulation du Japon est signé le 2 septembre 1945 à bord du croiseur Missouri, en baie de Tokyo, par le ministre des Affaires étrangères Shigemitsu, au nom de l'empereur et du gouvernement japonais, et par le général Umezu, au nom de l'armée impériale. Il entérine l'acceptation de la déclaration de Potsdam, mais ne définit pas les modalités de l'occupation du pays. Le lendemain de la signature, Shigemitsu rend visite au général MacArthur. Il vient lui demander de ne pas agir directement, mais de faire passer les ordres des forces alliées par le gouvernement japonais. MacArthur, qui a les mains libres pour agir à sa guise, accepte cette proposition. Elle lui assure le contrôle du pays tout en permettant aux dirigeants japonais de sauver la face.
Ce premier acte politique du nouveau Japon se déroule alors que l'empereur est toujours en place. Il convoque la Diète le 4 septembre pour déterminer les conditions de la réorganisation du pays. MacArthur installe son quartier général au cœur de Tokyo, face au palais impérial, et commence le travail qui lui a été assigné: démilitariser, démocratiser, juger les criminels de guerre. C'est là, dans son bureau, que se joue la destinée du Japon d'après-guerre. Our job in Japan. Our problems in the brain inside of the Japanese head. There are 70 million of these in Japan. Physically no different than any other brains in the world. Actually all made of exactly the same stuff as ours. These brains, like our brains, can do good things or bad things, all depending on the kind of ideas that are put inside. Pendant les premiers mois de l'occupation du Japon, de fin août 1945 au premier mois de 1946, les Japonais ne savaient pas à quoi s'en tenir. L'empereur serait-il jugé en tant que criminel de guerre? Serait-il obligé d'abdiquer? Essaierait-il de se débarrasser totalement de l'institution impériale? Qu'allait-il arriver? Tout cela mettait MacArthur en position de force pour discuter. The Japanese war machine has been neutralized. Dispositions have been taken to eliminate for all time the authority and influence of those who misled the people of Japan into embarking on world conquest, and to establish in Japan a new order of peace, security, and justice. La première action du QG est d'arrêter 39 personnes considérées comme criminels de guerre. La plupart d'entre eux sont des hommes politiques et des militaires qui ont fait partie du gouvernement japonais pendant la guerre du Pacifique. Le général Tojo, Premier ministre au moment de Pearl Harbor, tente de se suicider. Parce que, affirme-t-il, il ne voulait pas être jugé par les vainqueurs. Des voix s'élèvent parmi les Alliés pour mettre en cause l'empereur. La crainte s'installe au palais. Des tractations se déroulent en coulisses pour tenter de sauver l'institution impériale. L'étau se resserre autour de la personne de l'empereur. En ce jour du 27 septembre 1945, l'empereur Hirohito quitte le palais pour l'ambassade des États-Unis où il va rencontrer le général MacArthur. C'est un moment crucial. Le sort de l'empereur, l'avenir du Japon et le destin même du général dépendent de cette réunion. Avant même son arrivée au Japon, MacArthur avait envisagé de s'appuyer sur le prestige de l'empereur pour mener sa politique d'occupation et asseoir son autorité. Il avait pu constater la rapidité de la démobilisation des troupes japonaises. Hirohito ne pourrait-il pas jouer un rôle pour assurer le bon déroulement de l'occupation du pays? Très rapidement après son arrivée, MacArthur fit savoir qu'il soutenait l'empereur. Vous garderez l'institution impériale et moi, général MacArthur, je me tiendrai aux côtés de l'empereur Hirohito.
Et cela devint au sens propre une image que tous les Japonais purent voir dans cette très célèbre photographie prise au tout début de l'occupation, en septembre 1945, lorsque l'empereur vient au QG du général MacArthur. MacArthur ne va pas voir l'empereur. C'est l'empereur qui vient au QG de MacArthur, et ils se tiennent l'un à côté de l'autre. Ce que cela signifie, eh bien, c'est que MacArthur dit « Je suis avec vous ». Mais MacArthur est plus grand, il est plus âgé, il est plus détendu. L'empereur est très raide, et on voit nettement qui est dominé. À la fin de l'entretien entre le généralissime et l'empereur, le soulagement est perceptible. Ils ont autant besoin l'un de l'autre pour mener à bien leur projet. Une première étape vient d'être franchie pour maintenir l'empereur. Cet empereur, visible, invisible, est-il un chef d'État, un monarque? Pour que naisse l'idée de démocratie, il sera nécessaire que l'empereur déclare lui-même qu'il n'est pas une divinité vivante. Dans son message de Nouvel An, publié dans les journaux du 1er janvier 1946, l'empereur Hirohito fait une déclaration d'humanité. Le lien qui existe entre moi et vous, le peuple, est un lien de confiance et d'affection mutuelle et réciproque. Ce n'est pas quelque chose qui provient des mythes et des légendes. Ce n'est pas non plus basé sur l'idée non exacte que l'empereur est une divinité sous forme humaine et que le peuple japonais est supérieur aux autres peuples et destiné à diriger le monde. L'empereur du Japon est une invention moderne du milieu du XIXe siècle. Ils ont repris une tradition très ancienne, ils en ont fait la pièce centrale du nationalisme moderne, et ils ont versé du nationalisme sur l'empereur. Puis les militaristes sont venus, et ils l'ont transformé en ultranationalisme et en militarisme. Et MacArthur a dit: fondamentalement, je peux vider ce récipient et y verser à la place une dose de démocratie, quelques-unes des réformes que nous voulons réaliser, la paix et des sentiments pro-américains, et l'empereur se mettra au service de ces objectifs. For the first time in the recorded history of Japan, an emperor meets his people on common ground. Inspecting war-blasted Yokohama, Hirohito mingles with workmen and gets a first-hand impression of life in post-war Japan. Au moment même où s'ouvre le procès des criminels de guerre, l'empereur Hirohito parcourt les provinces habillé comme Monsieur Tout-le-Monde, afin de promouvoir son image de souverain démocratique dans une stratégie nouvelle de rapprochement avec son peuple, recommandée par le QG. De son côté, le général MacArthur s'en tient à une stricte routine. Pendant les 6 années qu'il passe au Japon, il ne modifie pas ses habitudes et ne fait que des allers-retours entre son domicile et son bureau, sans jamais voyager dans le pays. Le généralissime aux yeux bleus, comme l'ont surnommé les Japonais, devient ainsi le nouveau shogun, celui qui détient le véritable pouvoir, en lieu et place de l'empereur. La mainmise de MacArthur sur le pays échappe au contrôle du gouvernement américain.
Staline est mécontent que le Japon soit exclu du partage du monde amorcé à Yalta. Il fait pression sur les États-Unis et exige une concertation. Les ministres des Affaires étrangères des grandes puissances, réunis à Moscou fin 1945, décident d'établir une instance internationale chargée de superviser la politique d'occupation du Japon. Le général MacArthur se trouve donc désormais sous la menace d'un possible veto du Comité d'Extrême-Orient. Pendant ce temps, la vie reprend peu à peu dans le Japon occupé. Début 1946, le Comité d'Extrême-Orient est sur le point de rendre publiques ses décisions sur la politique d'occupation et la mise en accusation éventuelle de l'empereur. MacArthur accélère ses réformes. Il fait procéder à des épurations dans l'armée et dans l'administration et décide de la création du tribunal de Tokyo pour juger les criminels de guerre. Le 23 janvier, il reçoit le nouveau Premier ministre, Shidehara, pour discuter des grandes lignes de la Constitution que les Japonais tardent à préparer. MacArthur se dit prêt à sauvegarder l'empereur. Il se met d'accord avec Shidehara pour que le Japon accepte de renoncer à la guerre afin de retrouver la confiance de la communauté internationale. Dans son autobiographie, Shidehara écrit « Pour maintenir l'empereur et la substance de la nation, il n'y avait qu'un seul chemin, c'est que le Japon devienne le pays de la paix. » Le lendemain de cette rencontre, MacArthur adresse au général Eisenhower un télégramme pour disculper l'empereur. Il présente cette stratégie comme une condition nécessaire à la démocratisation du Japon. Il n'existe aucune preuve précise et tangible qu'au cours des 10 dernières années, les activités personnelles de l'empereur aient, d'une manière ou d'une autre, été liées aux décisions politiques de l'Empire du Japon. La mise en accusation de l'empereur obligerait à changer le programme d'occupation du pays et à prendre des mesures rigoureuses avant d'envisager une action concrète. Son inculpation provoquerait de violentes réactions populaires dont les répercussions ne peuvent être sous-estimées. Le projet de nouvelle constitution du comité japonais est publié par le journal Mainichi le 1er février 1946, aux grandes dames du gouvernement. Il déclenche également la colère de MacArthur, qui n'y voit qu'un réchauffé de la vieille charte de Meiji, base du système impérial établi au XIXe siècle. Il décide alors de constituer un groupe de travail américain qui va rédiger un nouveau projet. J'avais bien sûr entendu parler du projet de constitution et nous avons tous été surpris que cela soit publié par le Mainichi parce que ces choses étaient d'habitude tenues secrètes. Et le sujet était évidemment très important à l'époque.
Beate Gordon a passé toute son adolescence au Japon, dont elle parle la langue. Engagée comme secrétaire-interprète par le QG, elle participe à l'élaboration de la nouvelle constitution du Japon, confiée à un groupe de militaires américains sous la direction du général Whitney. MacArthur leur donne comme directive de respecter 3 principes fondamentaux. Maintenir l'empereur dans un système démocratique, supprimer le droit à la guerre et à la possession des forces armées, abolir les titres et les privilèges de la noblesse. General Whitney put it this way. Voilà comment le général Whitney nous présenta l'affaire. Il nous convoqua à une réunion qui était top secret et il nous dit « Maintenant, vous êtes tous une assemblée constitutionnelle. Et vous allez rédiger la nouvelle constitution du Japon en 7 jours. » Dans la petite section à laquelle j'appartenais, notre chef, le colonel Rost, dit alors « Bon, on ne peut pas écrire cela comme si c'était une comédie. Nous allons donc nous partager le travail entre nous 3 parce que nous avons très peu de temps. Vous êtes une femme. Pourquoi ne rédigeriez-vous pas les droits des femmes ?» Entre le 4 et le 11 février 1946, date butoir fixée par MacArthur, 24 personnes, de jeunes officiers pour la plupart, travaillent jour et nuit pour rédiger une constitution qui soit la plus démocratique possible. J'ai immédiatement pris une Jeep et j'ai demandé au chauffeur japonais de trouver ce qui pouvait rester comme bibliothèque dans Tokyo dévasté. Il réussit à en trouver 3 et j'ai pu mettre la main sur une dizaine de constitutions d'autres pays pour les ramener au QG. Je devins aussitôt le chouchou de l'équipe, parce que tout le monde voulait m'emprunter ces constitutions. Eux non plus n'en avaient jamais rédigé. Et donc, pendant 7 jours, nous avons tous étudié les constitutions de différents pays. Et grâce à cela, c'est une constitution qui inclut la sagesse du monde. Le général Whitney convoque le gouvernement japonais le 13 février 1946 pour lui remettre le projet américain. Quatre mois plus tard, la nouvelle constitution est adoptée par la Diète après de vifs débats sur les conditions du maintien de l'empereur et sur son statut. Les gens de MacArthur ont dit « Voilà, nous vous donnons un empereur, vous gardez votre empereur, vous gardez Hirohito, il est dépouillé de tout pouvoir. En échange, vous acceptez l'article 9 et ses droits. Cela préservera le trône et ce sont aussi de bonnes réformes. » C'était un moment politique, une opération politique très très intéressante. La confirmation de la continuité impériale n'est assurée qu'en contrepartie de la renonciation à la guerre. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Le 3 novembre 1946, le décret de promulgation de la nouvelle constitution est signé par l'empereur Hirohito. L'institution impériale est sauvée.
Les forces d'autodéfense du Japon sont aujourd'hui l'une des 5 premières armées au monde. Malgré le second paragraphe de l'article 9, qui précise « Il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes ou autres potentiels de guerre ». Cette ambiguïté flagrante dans l'interprétation de l'article 9 pose problème à la conscience démocratique du Japon d'après-guerre. Tout le problème de la mémoire de beaucoup de gens dans ce pays autour de l'article 9, c'est la contradiction même de l'histoire du Japon après-guerre. L'article 9 éclaire toute l'histoire du Japon après-guerre. Le Japon s'est détruit lui-même avant 1945 en faisant des guerres d'invasion. On ne fait plus jamais de guerre d'invasion. C'est aussi ce que dit l'article 9. Mais si c'est nécessaire, le Japon a-t-il le droit de se défendre? Non. Le Japon n'a pas le droit de se défendre. Le Japon est le seul pays dans le monde où les citoyens après-guerre débattent de ce sujet. Japan's new constitution, compiled under American guidance, laid the framework for democracy. MacArthur convoque rapidement des élections générales le 10 avril 1946. Les femmes y participent pour la première fois. Les partis d'opposition, socialistes et communistes, présentent des candidats et remportent plusieurs sièges. Une redistribution des terres au profit des petits paysans permet de relancer la production agricole et de calmer les revendications des campagnes. En ville, ouvriers, étudiants, soldats démobilisés manifestent contre le rationnement. Les drapeaux rouges des défilés du 1er mai envahissent l'esplanade devant le palais impérial et menacent le nouvel équilibre politique. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, appelé tribunal de Tokyo, s'ouvre le 3 mai 1946. C'est un événement politique pour les vainqueurs qui mettent ainsi un point final à la guerre. 28 personnes accusées d'être responsables de la conduite de la guerre sont jugées au nom de la civilisation pour crimes contre la paix mondiale. L'attention des observateurs internationaux se focalise sur la question de l'inculpation de la personne de l'empereur pour son rôle pendant la guerre. You are suggesting that you hope that Tojo would change his views if the emperor indicated he so desired. Is that a fair... Dans sa réponse, le secrétaire général du palais, Koichi Kido, s'efforce de disculper l'empereur de toute responsabilité directe. Le tribunal de Tokyo est placé sous le contrôle direct de MacArthur qui nomme les juges et les procureurs. L'inculpation des chefs militaires et des politiciens désignés comme responsables permet de ne pas aborder d'autres questions sensibles, comme celle de l'agression des pays d'Asie par le Japon impérial. Pendant tout le procès qui dure 2 ans, le procureur en chef évite de mettre en cause l'empereur. Il le disculpe de fait de ses responsabilités dans la guerre. L'empereur n'a pas été accusé. Pourtant, il y avait aux États-Unis une forte demande de l'opinion pour que l'empereur soit poursuivi. Parmi les alliés aussi. L'Australie surtout a insisté, mais toutes ces demandes ont été étouffées par la politique américaine et l'empereur a été totalement disculpé.
Non seulement il n'a pas été jugé, mais il n'a même pas été poursuivi, ni même cité comme témoin. C'est une des raisons pour lesquelles, pour les citoyens japonais, la conscience de la responsabilité de l'empereur a disparu. MacArthur s'est efforcé de séparer l'armée de la personne de l'empereur. Les inculpés, désignés comme seuls responsables de la conduite de la guerre, servent aussi de bouc émissaire. L'empereur et son peuple sont présentés comme des victimes, trompées par les partisans du militarisme. 7 des accusés sont condamnés à mort, les autres à des peines de prison. Par ce jugement, MacArthur met le comité d'Extrême-Orient devant le fait accompli. Accused Tojo Hideki, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging. Après Yalta, les tensions internationales sont à l'origine de la guerre froide et de la division du monde en 2 blocs. Lors d'une rencontre avec le président Truman à Fulton, le 5 mai 1946, Winston Churchill prononce un discours resté célèbre. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Moins d'1 an plus tard, le rideau de fer idéologique entre Europe occidentale et Europe de l'Est devient réalité avec la partition de Berlin. En Asie, la fin de la guerre contre le Japon ne signifie pas la fin des hostilités. Aux guerres de libération des pays asiatiques contre les colonisateurs occidentaux s'ajoutent les conflits idéologiques. Dans la péninsule coréenne, le conflit latent entre Nord communiste et Sud pro-américain se transforme en guerre lorsque les troupes de la Corée du Nord franchissent le 38e parallèle et envahissent le Sud en juin 1950. Whose troops are attacking deep in somebody else's territory? The North Koreans. Whose territory is overrun by an invading army? The Republic of Korea's. Who is assisting the Republic of Korea to defend itself? The United Nations. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote en faveur d'un retour au statu quo sur le 38e parallèle. Le 8 juillet 1950, MacArthur est nommé commandant en chef des opérations militaires en Corée par le président Truman. Il se rend sur place pour coordonner les troupes alliées dans leur lutte contre la menace communiste. Dès son arrivée en Corée, le général MacArthur écrit au Premier ministre japonais Yoshida. Il lui demande de remplacer les troupes d'occupation américaines appelées sur le front de la guerre de Corée. J'autorise votre gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la création d'une force de police nationale de réserve de 75 000 hommes et à accroître les forces de sécurité maritime de 8 000 hommes. Le gouvernement japonais agit aussitôt dans ce sens. C'est une première atteinte à la clause de non-réarmement de l'article 9. Cela conduira en 1953 à la création des forces d'autodéfense organisées sur le modèle et sous la direction de l'armée américaine. Selon l'article 9, le Japon ne peut pas s'engager dans la guerre de Corée, mais il y participe indirectement par un soutien logistique très actif. Cette politique de suivisme profite à l'économie japonaise.
Grâce à la guerre menée chez son voisin, le potentiel industriel se reconstitue, le pays se redresse et se reconstruit. Dans un contexte de guerre froide, la politique de démocratisation engagée après-guerre fait marche arrière. Les mouvements d'opposition sont violemment réprimés et la liberté d'expression est limitée. La censure, méticuleuse et pointilleuse jusqu'au ridicule, n'a jamais cessé de s'exercer, dans le Japon occupé comme dans le Japon en guerre. Tout ce qui concerne l'empereur et les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki est tabou. Cette bibliothèque conserve des milliers d'ouvrages censurés par l'occupant américain. Ils proviennent de la collection du chef de la censure au Japon. Pendant 6 ans, le général MacArthur continue de diriger la politique d'occupation du Japon. Il tient aussi compte de l'avis de l'empereur, qu'il rencontrera 11 fois en tout. Militaire dans l'âme, MacArthur est persuadé d'être investi d'une mission pour pacifier l'Asie par la guerre. Il est prêt pour cela à utiliser des moyens importants contre la Chine. Son action provoque la colère du président Truman. I believe that we must try to limit the war to Korea and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur, but the cause of world peace is much more important than any individual. Le jour de son départ pour l'Amérique, MacArthur se refuse à effectuer une visite de courtoisie à l'empereur. Celui-ci, de son côté, décline l'offre qui lui est faite d'aller saluer le généralissime déchu à l'aéroport. MacArthur, rejeté par Truman, n'est plus là pour défendre l'empereur. Comment la stabilité des institutions va-t-elle continuer à être assurée? Face à la menace communiste, qui va pouvoir garantir la sécurité du Japon? En septembre 1951, le traité de paix de San Francisco est signé par 49 pays, mais l'URSS refuse de s'y associer. Ce traité signifie le retour à la souveraineté nationale et la fin de l'occupation du Japon. Mais l'après-midi même, un traité de sécurité est signé entre le Japon et les États-Unis. Il permet aux Américains d'installer des bases militaires sur le territoire japonais pour en assurer la défense. There should be no misunderstanding of the purpose of this security treaty. Its purpose is peace. This pact ensures the security of the unarmed and defenseless Japan. C'est aussi un moyen d'ancrer durablement le Japon dans le camp américain. Après ce traité, et encore aujourd'hui, le Japon continue d'être dans une semi-occupation.
Ce mot « semi », je l'emploie en sachant que, après le traité de paix, le Japon est juridiquement devenu un État souverain. Ce n'est donc pas le sens propre du mot « occupation ». C'est une occupation de fait. Et cette situation empêche le Japon d'être autonome dans les affaires étrangères. L'île d'Okinawa, au sud de l'archipel du Japon, occupe une position stratégique déterminante à mi-chemin entre la Corée, la Chine et Taïwan. À la fin de la guerre, elle est placée sous administration directe des troupes américaines et sert de gage au traité de sécurité entre le Japon et les États-Unis. Okinawa devient une forteresse militaire américaine. Elle est transformée en base nucléaire avancée en Asie. La tragédie d'Okinawa est d'avoir servi de monnaie d'échange pour assurer la sécurité du Japon. Ce sacrifice s'est accompagné d'une forme d'occupation rejetée par la population. Mais le retour à la souveraineté japonaise sur l'île, réclamé par le peuple d'Okinawa, n'aura lieu que bien des années plus tard. Le traité de sécurité devient un traité de défense mutuelle en 1960. Il oblige le Japon à défendre les bases américaines situées sur son territoire en cas d'attaque extérieure. Les députés socialistes s'opposent énergiquement à l'adoption de ce traité. L'opposition à ce nouveau traité est un moment fort des mouvements démocratiques et populaires du Japon d'après-guerre. Mais les manifestants se heurtent à la détermination du gouvernement. La rupture devient alors totale et durable entre intellectuels et syndicats, attachés à l'esprit pacifiste de l'article 9, et les dirigeants conservateurs pro-américains. Le 25 novembre 1970, des soldats se rassemblent devant l'agence de défense. Yukio Mishima, écrivain brillant, exalté et nationaliste militant, s'est introduit de force dans le bâtiment avec ses hommes. Il a pris en otage le commandant en chef des forces d'autodéfense. Du haut de l'immeuble qui a abrité le tribunal de Tokyo, Mishima harangue la foule.
Après avoir transmis son message pour la suppression de l'article 9, Mishima, entouré d'un groupe de fidèles, se suicide selon le rite des samouraïs. Les Japonais sont choqués par ce geste théâtral d'un écrivain déjà célèbre et s'interrogent sur sa signification politique. Je pense que l'acte de Mishima repose sur ses convictions culturelles. Pour Mishima, l'idée que gagner de l'argent et s'enrichir signifiait la réussite était pour lui une pensée sans valeur. Pour Mishima écrivain, c'était inacceptable. Et c'est cela la caractéristique de son œuvre. La critique de Mishima, sa révolte, c'est que chez les Japonais d'aujourd'hui, l'esprit de sacrifice, de donner sa vie pour son pays, tout cela a disparu. À cette époque, très peu de personnes parlaient de patriotisme, de la réforme de la Constitution, de la question de l'empereur. En fait, Mishima s'est suicidé pour réclamer la réforme de la Constitution. Et à ce moment-là, parler de la réforme de la Constitution était tabou. Ce thème est devenu l'enjeu de la vie de Mishima. Ce n'est pas comme maintenant où tout le monde en parle, sans vraiment prendre de risques. Mishima, lui, a donné sa vie pour ça. Et c'est grâce à lui qu'on en parle aujourd'hui. Avec le même discours, mais le sens est différent. Près de 40 ans après le geste de Mishima, la question de la suppression de l'article 9 reste toujours d'actualité. Les forces d'autodéfense existent de fait. L'ambiguïté autour de l'article 9 n'a pas disparu. L'école supérieure des élèves officiers des forces d'autodéfense, à Yokosuka, accueille environ 2000 étudiants. Au moment où je cherchais vers quel chemin m'orienter, il y a eu le problème de la Corée du Nord et des attentats terroristes du 11 septembre. C'était une époque où on sentait la menace d'une crise toute proche. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et comme je voulais comprendre et étudier, je me suis engagé. Si ce genre de crise arrivait au Japon, je pense qu'en tant que simple citoyen, je ne pourrais rien faire. Je serais du côté de ceux qui subissent. Je voulais avoir la force de réagir en cas de menace. C'est pour ça que j'ai choisi cette école.
Avant de suivre un entraînement militaire, les jeunes recrues assistent à des cours d'histoire de la guerre et de géopolitique. 中国四川大震災の災害支援で日本の航空自衛隊の輸送機が救援物資を積んで中国に向かうことになった。なぜここで中国が空自機を自衛隊による派遣を要請したのかっていうのをちょっとわからないんですけども、中国はこの大震災は日中の関係を深めるある意味のチャンスであると。国民レベルでは相変わらず反日感情が強かった。その中ここに来てその四川大地震の日本の救援隊の活動っていうことで国民感情が非常に好転した。まさしくこのタイミングでじゃあその防衛交流の第一歩としてその自衛隊を受け入れるっていうことで今後のその日中の相互関係相互互恵関係の進化を図るっていう意味であえてこのタイミングで。Le sanctuaire de Yasukni est dédié à tous les hommes morts à la guerre. La quasi-totalité des 2 460 000 noms inscrits sur les tablettes du temple sont ceux des soldats morts entre 1930 et 1945 pendant les guerres menées en Asie et dans le Pacifique. Ce lieu de mémoire du passé militariste du Japon ravive chaque année, le 15 août, les tensions politiques avec les pays voisins. Le gouvernement du Japon de 1868 voulait établir un lieu consacré à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la construction de l'État et que ce lieu soit reconnaissable pour les Occidentaux. L'armée qui venait de naître a mis en place le temple de Yasukuni, à l'image d'un nouvel État qui peut se défendre grâce à son armée. Le Yasukuni était devenu le lieu symbolique du départ des soldats japonais lors des guerres de conquête du Grand Japon. Toute l'éducation de l'époque avait pour objectif l'identification à l'idéologie nationaliste et à la vertu du sacrifice pour la patrie, c'est-à-dire pour l'empereur. L'empereur rendait hommage aux pères, aux fils, aux frères, aux fiancés qui partaient combattre pour la patrie, vaincre ou mourir. Pour les soldats qui se rendaient au front, l'expression « revoir le Yasukuni » signifiait que leur nom y serait honoré s'ils mouraient au combat. Après-guerre, la nouvelle constitution adopte le principe de laïcité. Le shintoïsme d'État est aboli. Le Yasukuni devient une fondation religieuse privée. Chaque année, le 15 août, dans la moiteur de l'été, plusieurs dizaines de milliers de personnes, familles des soldats et nostalgiques de l'Empire, viennent se recueillir au temple. Le même jour, une cérémonie officielle, sans implication religieuse, se tient au Budokan, à quelques centaines de mètres de Yasukuni. Elle est organisée par le gouvernement, en présence du couple impérial, pour rendre hommage à la mémoire des 3 100 000 Japonais, civils et militaires, morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Les anciens premiers ministres et la classe politique au grand complet y assistent également. L'empereur actuel, Akihito, fils de Hirohito, lit une déclaration solennelle. Aujourd'hui, 戦没者を追悼し、平和を
記念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。日本の首相が参拝すると、quand le Premier ministre vient se recueillir au temple de Yasukuni, la Chine et la Corée réagissent vivement. À l'époque où le Japon a envahi les pays d'Asie, le Yasukuni a joué le rôle d'une sorte de guide spirituel pour les soldats et les citoyens. C'est ainsi que ce lieu est devenu le symbole du Japon militariste. Donc, la seule présence du Premier ministre au Yasukuni provoque un malaise dans les pays d'Asie, surtout pour ceux qui ont subi des dommages pendant la guerre et lors de la colonisation, comme la Chine et la Corée. Le Premier ministre Nakasone, qui était officier de la marine impériale pendant la guerre du Pacifique, s'est rendu pour la première fois en visite officielle au Yasukuni le 15 août 1985. C'est le début d'une très vive polémique au Japon et dans les pays d'Asie. これは公式参拝でしょうか、私的参拝でしょうか。もちろんいわゆる公式参拝です。国民の大多数は今のようなやり方による公式参拝を圧倒的に支持していただいていると確信しております。À l'initiative des responsables du Yasukuni, les noms des criminels de guerre ont été rajoutés à la liste des soldats vénérés au sanctuaire. Le nom du général Tojo y figure aussi, avec d'autres criminels exécutés en 1948. Les visites répétées des chefs de gouvernement conservateurs au temple ont donc fortement irrité les voisins du Japon. La Chine y voit un refus de la reconnaissance des crimes de guerre et du jugement du tribunal de Tokyo, et la Corée une justification de la guerre de colonisation japonaise. En 1978, l'empereur a été contrarié parce que les noms de 14 criminels de guerre exécutés ou morts en prison ont été inscrits au Yasukuni pour y être honorés. Depuis, l'empereur ne s'est plus jamais rendu au Yasukuni. La dernière fois, c'était en 1975. Et pourquoi cela ? C'est parce que l'empereur pensait que la structure du Japon d'après-guerre s'est construite sur le tribunal de Tokyo, qui a sauvé l'institution impériale. Koizumi, Premier ministre de 2001 à 2006, s'est régulièrement rendu au Yasukuni, ce qui a provoqué un refroidissement des relations entre la Chine et le Japon. 前からよく聞きますね、皆さん。皇室とか指摘とか。私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した。それだけです。Pour les révisionnistes et les jeunes nationalistes qui refusent de reconnaître la défaite de 1945, le Yasukuni est un point d'ancrage, la base idéologique de leur recherche d'identité. 生命戦後63年我が国の近現代の歴史は先の大戦を戦勝国の立場から一方的に裁いた東京裁判の士官によって不当に歪められてきた。その結果我々が当たり前のように享受している今日の平和と繁栄はかの祖国存亡の危機に尊い一命を捧げられ、ここ九段の御柱に静まりますあまたの英霊の犠牲によって築かれたという
厳粛な事実が軽んじられ、Mitsuhiro Kimura, tenant de la nouvelle droite, est à la tête d'un mouvement nationaliste qui dénonce la soumission du Japon d'après-guerre au diktat américain et qui réclame un sursaut d'orgueil. Devant la gare de ces discours virulents sont cependant peu écoutés. On ne peut pas être indépendant. Et on nous dit ironiquement que nous sommes sous le parapluie nucléaire américain. Selon la Constitution, on ne peut pas avoir d'armée, mais il existe des forces d'autodéfense, illégales pour la Constitution, légales par la loi. C'est incompréhensible. Le Parti libéral-démocrate accepte cette situation et les autres partis aussi. Garder l'article 9 signifie en fait la disparition des forces d'autodéfense. Et en même temps mettre fin au traité de sécurité. Cette situation est une tromperie. Une tromperie. Les institutions du Japon après-guerre sont une tromperie. En Corée, le 15 août est le jour de la fête nationale. La Corée, colonisée par le Japon depuis 1910, a retrouvé son indépendance le 15 août 1945. Pendant la guerre, l'armée impériale s'y est rendue coupable de crimes dont la mémoire a été étouffée. Des manifestantes viennent protester devant l'ambassade du Japon à Séoul tous les mercredis depuis 17 ans. Elles étaient femmes de réconfort, esclaves sexuelles de l'armée impériale japonaise. C'est seulement en 1991 qu'une Coréenne a osé pour la première fois avouer et raconter son expérience de femme de réconfort des soldats japonais. Madame Kim a surgi comme un fantôme de la guerre et a révélé aux Japonais un aspect ignoré de leur histoire. 말을 못하죠. 그때 일을 생각을 안 해야죠. 생각을 하면 그 어려갖고 정말 기가 막혀요. 그 어마어마한 군인들이 달라들었고 강제로 달라들 적엔 정말 기가 막혀 하도 입살을 깨물고 도망을 가려고 뿌리치고 도망을 나오다가 붙잡혀서 끌어가면 당하면서도 어떻게 기가 막히고 가슴 아프고 말이 안 나와요. 그때 생각을 안 해야지 하면은 내 이 마음이 아주 그냥 더 어떻게 할지를 모르겠어요. 그냥 그 생각을 하면. La maison de Nannum, à Séoul, accueille ces femmes victimes des soldats japonais pendant la guerre. Elles sont soutenues par des organisations internationales de défense des droits des femmes et ont aussi intenté un procès à l'État japonais, avec l'assistance de
Madame Kim a parlé en 1991. J'étais à Séoul lorsque je l'ai entendue et j'ai commencé à préparer le procès contre le Japon. Je me suis occupée du procès des indemnisations d'après-guerre et du procès de Madame Son, coréenne, femme de réconfort restée au Japon après la guerre. Je me suis engagée pour les défendre parce que je pensais que c'était sans doute la dernière occasion de témoigner pour ces femmes déjà âgées. De plus, à cause de l'expérience bouleversante de Hiroshima et de Nagasaki, les Japonais racontaient la Seconde Guerre mondiale en se posant comme victimes. Mais d'autres victimes, comme les femmes de réconfort, sont apparues. Et elles ont fait comprendre à la société japonaise son rôle d'agresseur durant la Seconde Guerre mondiale. C'était un moment de grand changement. Aujourd'hui, les autres sont libérés et ils disent que la guerre est finie. Mais nous ne sommes pas encore libérés et notre guerre à nous n'est pas encore finie. Elle vient seulement de commencer. Au début de cette même année 1991, à la fin de la guerre froide, le Japon n'a toujours pas réglé la question de la mémoire de la guerre. Lors du déclenchement de la guerre du Golfe, le Japon s'engage uniquement sur le plan financier. Il apporte une aide de 13 milliards de dollars à la force multinationale. Mais les États-Unis et leurs alliés lui reprochent sa diplomatie du chéquier, et le Koweït ne mentionne même pas le nom du Japon dans ses remerciements. Cet affront est ressenti par la classe politique japonaise comme un échec de sa diplomatie. Depuis la guerre du Golfe, le gouvernement a pris conscience qu'il existe un autre type de guerre, dite de protection de la sécurité internationale, que le Japon doit soutenir. Dans l'article 9, il n'y a rien d'indiqué à ce sujet. Il n'y a que le concept de guerre d'invasion et de guerre défensive. Donc, en 1992, le gouvernement Miyazawa a fait une nouvelle loi pour la protection de la paix. Ce n'était pas inscrit dans la Constitution. On a donc fait cette loi en s'engouffrant dans une brèche. Grâce à cette loi, les autorisant à participer au maintien de la paix en pays étrangers, les forces d'autodéfense ont pu se joindre au casque bleu de l'ONU. Ils agissent en respectant le cadre de l'article 9, c'est-à-dire pour des opérations d'aide aux populations. Cela exclut toute utilisation d'armes. Cette collaboration à la sécurité collective et au devoir d'entraide est relativement bien acceptée par les Japonais après les critiques et l'humiliation de la guerre du Golfe. Mais récemment, le Japon a soutenu l'effort de guerre américain au Moyen-Orient en envoyant des navires de ravitaillement dans l'océan Indien. Cela signifie-t-il que l'article 9, intouchable dans les termes, a cessé d'être une réalité et qu'il peut être contourné dans les faits? Dans la pleine chaleur de l'été, la ville qui ne dort jamais continue à vivre intensément. Jusqu'à la fin de la guerre froide, le Japon, pacifiste, en pleine prospérité, a concentré ses efforts sur son développement économique et technologique.
Il a pris part à la mondialisation tout en dépendant des États-Unis pour un quart de ses exportations. Il reste toujours sous le parapluie nucléaire américain. Les jeunes Japonais d'aujourd'hui sont-ils conscients des enjeux et de l'ambiguïté liée à l'article 9 ? En juillet 1994, le Premier ministre Murayama est le premier socialiste à accéder à ce poste depuis plus de 40 ans. Jusqu'à ce moment-là, le mot d'ordre de l'opposition se résumait à ce slogan « Ne pas reconnaître les forces d'autodéfense, ne pas modifier la Constitution ». Sitôt arrivé au pouvoir, Murayama reconnaît l'existence des forces d'autodéfense et la réalité du traité de sécurité. Cette volte-face du Parti socialiste va désorienter ses électeurs et précipiter sa disparition presque totale du paysage électoral. Je pense que le gouvernement conservateur a littéralement ruiné l'énergie des défenseurs de l'article 9. Il a démantelé l'alliance des syndicats et du Parti socialiste. Un tiers des députés de la Diète, favorables à l'article 9, ont été pris pour cible et réduits au silence. Je pense que nous sommes arrivés à un moment de crise dans l'histoire de la Constitution japonaise. 現行の憲法は日本が占領されている時代に制定され、また60年近くを経て現実にそぐわないものとなっています。私は今こそ私たち自身の手で21世紀にふさわしい日本の未来の姿あるいは理想を憲法として書き上げていくことが必要と考えています。 Suite à cette déclaration, une majorité de parlementaires conservateurs, favorables à la modification, voire à la suppression de l'article 9, ont voté au printemps 2007 une loi qui permet de réviser la Constitution dans un délai de 3 ans après référendum populaire. Déçus par l'absence d'opposition dans la classe politique, 9 intellectuels progressistes ont créé en juin 2006 une association pour le maintien de l'article 9. マスメディアに頼って私たちの言ってることを報道してもらおうと思ってもこれはダメだと。私たち自身がメディアが報道しないんだったら自らの体と声をメディアにして直接国民に訴えよう。 L'alliance militaire illégale vis-à-vis de l'article 9, qui s'appelle Traité de sécurité nippo-américain et l'organisme militaire illégal vis-à-vis de l'article 9, qui s'appelle Force d'autodéfense, sont là depuis 10 ans dans l'opinion publique, comme si c'était évident qu'ils soient là. On ne peut plus laisser aller cette situation, surtout lorsqu'en 2003, les Américains et les Anglais ont attaqué l'Irak. Le gouvernement de Koizumi a envoyé ses forces à l'étranger. On a envoyé des troupes sur place. On n'avait jamais eu cette situation et il n'y a pas eu de mouvement critique parmi les citoyens. L'opinion publique a pensé que c'était inévitable. Et à ce moment-là, nous avons fondé ce mouvement national. L'article 9, c'est ma vie. C'est-à-dire, défendre l'article 9, c'était défendre ma vie. Donc si on change l'article 9, cela veut dire m'enlever la vie. Nous avons renoncé pour toujours à la guerre d'invasion. C'est dans ce sens que l'on garde l'article 9. Mais comme tous les pays, nous avons le droit de nous défendre. Un gouvernement qui ne défend pas la nation, cela n'existe pas. Si c'est nécessaire du point de vue de la sécurité internationale, on s'engage. Et cela, il faut l'écrire dans l'article 9.
La constitution japonaise a été rédigée par les Alliés comme règle pour faciliter la politique d'occupation. Il faut donc s'en débarrasser et engager un débat pour refaire une constitution propre à un pays indépendant. L'article 1 de la Constitution symbolise l'empereur. L'article 9 symbolise la paix. L'article 20, c'est la laïcité. Ce triptyque a été introduit dans la Constitution pour surmonter l'ancien régime militariste d'avant-guerre. L'empereur n'a pas été accusé, et il reste comme un symbole dans la constitution de l'après-guerre. Ce même Hirohito garde sa place, et sa présence marque la continuité de l'avant-guerre à l'après-guerre. Que celui qui a le plus de responsabilités n'ait pas pris ses responsabilités a forcément une influence sur la notion du sens des responsabilités que peuvent avoir les Japonais. Quelle que soit la forme de la Constitution, l'empereur est là. Il est présent dans l'histoire, dans la culture. Tout est lié. Surtout dans les fêtes traditionnelles célébrées dans le quotidien des Japonais. Même si ce n'est pas écrit, l'empereur est là. Cela veut dire que les Japonais sont là aussi. Mon sentiment, c'est ça. Le 31 octobre 1975, l'empereur Hirohito donne pour la première fois une conférence de presse officielle.原子爆弾が、投下されたことに対しては、遺憾には思ってますが、こういう戦争中であることですからどうも、広島市民に対しては気の毒であるがやむを得ないことと私は思っています。L'empereur Hirohito, dont la vie a traversé le siècle, meurt le 7 janvier 1989, l'année de la chute du mur de Berlin. Il a été le dernier empereur d'un monde dont l'image s'estompait et le premier à redevenir un simple mortel.